Bien, donc nous continuons aujourd'hui ce cours sur la gouvernance de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, en examinant les questions liées à la redevabilité. Donc nous sommes toujours dans la partie consacrée au contenu des politiques qui sont menées dans cet espace. Et donc on va découvrir comment les politiques d'une part ou les instances qui les mènent sont redevables de ce qu'elles font. En d'autres termes, comment, à quelles conditions elles doivent rendre des comptes sur pardon, leur activité et le cas échéant les conséquences qui peuvent en découler. Alors, pour étudier cette question, donc ce thème est séparé en deux points. Un premier point sur la redevabilité dans l'Union européenne en général. Pourquoi? Bien parce que c'est quand même une question qui est, on va dire, un petit peu nouvelle. Alors pas vraiment nouvelle dans le sens où les mécanismes de redevabilité sont connus, mais ce qui est nouveau, c'est peut-être cette notion de redevabilité, qui est en fait la traduction en français de l'accountability en anglais, et sur lequel j'ai décidé d'insister un peu plus substantiellement cette année, parce que je crois que c'est vraiment une notion clé, et en particulier pour ce qu'on étudie dans notre espace. Donc je prendrai le temps d'en faire une présentation dans l'Union européenne en général, c'est-à-dire comment ça se passe, quels sont les grands mécanismes, comment c'est organisé, et puis on ira voir ensuite plus précisément dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice comment c'est décliné au niveau des politiques qui sont menées, comment ça fonctionne concrètement. Alors, la redevabilité dans l'Union européenne en général, d'abord, prenons le temps d'essayer de définir un petit peu de quoi il s'agit. La redevabilité, qu'est-ce que c'est? La redevabilité, comme j'ai déjà donné un aperçu, c'est vraiment c'est rendre des comptes sur l'exercice d'une responsabilité. C'est-à-dire, en gros, vous êtes une instance. Alors, instance, j'utilise ce terme de manière très très large. Ici, on parle d'organisation publique, donc celle de l'Union européenne d'une part et celle des États membres, à qui ont été attribuées des compétences, des responsabilités, et donc ils doivent rendre compte de l'exercice de ces compétences, des responsabilités qui leur ont été confiées. Alors, vous voyez déjà ce que ça suppose. En fait, la redevabilité, c'est d'abord une relation. C'est une relation entre les instances qui doivent rendre compte et les instances à qui on rend des comptes. Donc, il faudra toujours avoir ce balancement à l'esprit que la redevabilité, ça ne se fait pas tout seul. C'est toujours vers quelqu'un d'autre qui, a priori, peut en tirer des conséquences quant à votre action. La redevabilité également dans notre domaine, on verra que un des facteurs de complexité pour l'analyser, c'est que, comme vous le savez, l'Union européenne, dans son fonctionnement, englobe à la fois des instances, de l'Union stricto sensu, qu'il s'agisse d'institutions ou d'agences, mais également des États membres. Donc,
qui appartiennent à des ordres juridiques différents. Et la question qui va se poser pour nous, c'est que à qui doit-on rendre des comptes, hein? Est-ce que lorsque c'est une instance ou une agence de l'Union, comme elle est de l'Union, bon, il paraît évident qu'elle rend des comptes à une instance qui soit elle aussi de l'Union. On verra que c'est pas tout à fait aussi simple. On a un petit peu le schéma parallèle lorsqu'il s'agit d'États qui interviennent, hein, pour la mise en œuvre. Donc, vous savez, on a beaucoup insisté dessus, c'est que les États ont la compétence de base pour mettre en œuvre, mais les politiques menées, les politiques qui ont été décidées au niveau de l'Union, donc pour les mettre en œuvre concrètement. Donc on peut penser ce sont des instances nationales, donc a priori elles devraient rendre compte aux instances nationales dédiées, mais en même temps, elles appliquent une politique européenne, donc elles appliquent du droit européen. Et donc, on verra que voilà, il y a ce qu'on peut appeler des redditions croisées, c'est-à-dire que des instances nationales qui mettent en œuvre une politique européenne, eh bien, doivent rendre des comptes à la fois à les organes nationaux classiques et également à des instances de redevabilité européennes. L'autre, toujours dans les questions de vocabulaire, un point qui me paraît nécessaire sur lequel il me paraît nécessaire d'insister, de dire un mot du moins, c'est l'expression rendre des comptes. Donc rendre des comptes, a priori, on y trouve les comptes, et ça pourrait signifier que on rend compte sur disons les fonds publics qu'on vous a donnés pour exercer votre compétence, pour exercer votre responsabilité. Alors c'est vrai, mais pas seulement, hein. En fait, il faut bien comprendre que cette expression rendre des comptes, elle est née, si vous voulez, dans un contexte de finances publiques, de gestion publique, mais en fait, elle est plus large que ça. Donc oui, elle englobe, à un moment, il faut dire, bon voilà, qu'est-ce que vous avez fait des fonds qui vous ont été attribués, mais il faut aussi, c'est un élément parmi d'autres, en fait, vous dire qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez mis en œuvre la politique qui vous a été attribuée, ou le segment de politique dont vous êtes responsable. Donc, en fait, on rend pas seulement des comptes sur les fonds publics qui nous ont été attribués, on rend des comptes sur l'ensemble des responsabilités qui nous ont été attribuées. Alors, toujours en ce qui concerne la redevabilité, donc on a vu, hein, cette définition. Ensuite, c'est cette question du niveau d'exercice. Donc, a priori, on rend des comptes auprès des hauts niveaux où on a exercé les responsabilités. Si on est au niveau européen, on rend des comptes au niveau européen. Si on est au niveau national, on rend des comptes au niveau national. On a vu que c'était le principe, hein, mais on a eu parfois ça pouvait se croiser. Autre point important en matière de définition, c'est que, si vous voulez, d'un point de vue de contenu, la redevabilité, c'est aussi, comment ça se matérialise, c'est du transfert d'informations. C'est-à-dire que vous allez, sous des formes différentes, hein, qu'on analysera plus en détail, vous allez indiquer ce que vous avez fait. Donc ça peut prendre la forme de rapports écrits, d'auditions orales, principalement. C'est l'information sur ce que vous avez fait que vous transmettez à votre ou vos instances de redevabilité. Pardon. Toujours en ce qui concerne donc cette approche, la définition au sens large de la redevabilité, l'autre point qui me semble important, c'est le lien que cette notion a avec tout ce qui a trait à l'état de droit et tout ce qui a trait ensuite à la légitimité de l'action, de la légitimité démocratique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, dans un état de droit, a priori, les compétences sont clairement
attribuées, clairement indiquées, hein, en fonction de règles de droit, et toujours en fonction de ces règles de droit, eh bien, vous rendez compte de comment vous les avez exercées. Donc, vous ne donnez pas quand des compétences, des responsabilités vous sont attribuées, c'est pas une sorte de blanc-seing, hein, auquel ensuite vous agissez, bon, peut-être en cherchant à les exécuter au mieux, mais dans un système, dans un état de droit, dans un régime démocratique, eh bien, à un moment, il faut voilà, alors, rendre compte de cette action, et c'est là qu'apparaît le lien avec la légitimité démocratique. Donc, en fin de compte, vous allez avoir tendance à... enfin, vous allez avoir tendance... cette redevabilité va en général aller jusqu'à l'instance, je dirais, qui possède la légitimité démocratique dans nos systèmes contemporains, c'est-à-dire vers le Parlement. Voilà. Alors, en fin de compte, on verra que vous avez une activité, vous ne vous rendez pas toujours compte directement au Parlement, mais il peut y avoir une chaîne, souvent il y a ce qu'on appelle une chaîne de redevabilité, et au bout de cette chaîne, eh bien, en général, il y a le Parlement. Hein, c'est devant le Parlement que vous dites, voilà, ce que j'ai fait de ce que j'avais à faire. Comment j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, vous voyez les liens avec les questions d'état de droit et les questions de légitimité démocratique. À un moment, en général annuellement, eh bien vous présentez directement ou indirectement le bilan de l'exercice des compétences qui vous ont été attribuées à l'instance de légitimité démocratique par excellence, le Parlement. Bon, on verra ça en détail. Alors, dernier élément en ce qui concerne les questions de définition, un élément relatif au contexte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous le constatez depuis que vous étudiez ces questions, puis que vous étudiez les politiques qui sont menées dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, vous vous rendez compte qu'il y a de plus en plus des responsabilités de plus en plus larges, hein, sont attribuées à des instances de l'Union d'une part, institutions ou agences, et également, je dirais en premier lieu, aux instances compétentes des États membres. Et donc, vous voyez, là encore, un principe de la redevabilité, c'est que, évidemment, plus vous avez de compétences, eh bien, plus on vous demandera de compte. Hein, donc, vous voyez bien ce contexte, on voit que l'accroissement, hein, des compétences attribuées aux deux types d'instances qui nous intéressent, aussi bien européennes que nationales, et donc, derrière, eh bien, suit, je peux dire mécaniquement, mais en tout cas proportionnellement, l'obligation de rendre des comptes. Alors, ensuite, donc on a vu que la redevabilité, donc ça implique une relation. Ça implique une relation entre des instances qui doivent rendre des comptes et des instances à qui on rend des comptes. Alors, évidemment, donc, la première question, maintenant, c'est la redevabilité de qui doit rendre des comptes. Alors, je vais passer très vite ici, parce que je l'ai déjà dit, eh bien, ce sont aussi bien au niveau de l'Union qu'au niveau des États membres, ce sont toutes les instances qui exercent des responsabilités dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Alors, au niveau de l'Union, ça peut concerner aussi bien des institutions, on verra principalement, c'est la Commission, le Conseil, mais également des agences, bien sûr, hein, on verra Frontex, le Bureau d'asile, etc., Europol, au niveau européen, et ensuite, eh bien, au niveau des États membres, bon, là, vous savez, principe d'autonomie institutionnelle et procédurale, donc là, les États membres définissent eux-mêmes, hein, les administrations, les instances qui vont mettre en œuvre
les responsabilités dont elles sont menées. Mais évidemment, peu importe les choix que font chacun des États membres, c'est qu'à partir du moment où voilà, telle ou telle instance aura été désignée pour mettre en œuvre telle ou telle politique dans l'espace, eh bien, voilà, celle-ci sera donc soumise aux obligations de redevabilité qu'on étudie. Alors, ensuite, deuxième question fondamentale à propos de la redevabilité, c'est la redevabilité de quoi? En fait, de quoi on va rendre compte? Alors, on retrouve ici déjà deux éléments dont j'ai un petit peu parlé, c'est-à-dire, a priori, donc l'approche large, c'est la politique publique que vous menez, dont vous êtes chargé. Ou alors attention, vous n'êtes pas forcément, on va le voir, et ça c'est surtout, c'est vraiment évident dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, c'est que, en général, vous êtes compétent sur un segment d'une politique. Hein. Par exemple, Frontex coordonne la gestion des frontières extérieures, ou plus exactement, Frontex coordonne la coopération que les États membres doivent exercer entre eux en matière de gestion des frontières extérieures. Donc chaque État membre gère ses frontières extérieures alors, selon des normes communes, hein, le code frontière Schengen, mais il doit le faire de manière coordonnée avec les autres États membres, en coopérant avec les autres États membres, plus exactement, pardon, et Frontex est chargé de la coordination de cette coopération, on en a déjà parlé. Donc vous voyez, en fait, chaque instance a un segment, aussi bien géographique d'ailleurs, puisque là il s'agit de frontières, je dirais verticale dans la politique. Plus concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie est-ce que vous avez respecté les objectifs et vos objectifs et vos missions statutaires, hein. Bon, statutaires entre guillemets, qu'est-ce que j'entends par statutaire? Eh bien, les objectifs et les missions qui sont définis dans votre statut au sens large, hein, que ça provienne du traité ou plus généralement de la législation européenne, lorsque bien voilà, Frontex a un certain nombre de missions à remplir, Europol aussi, les États membres aussi, c'est prévu donc en général dans les textes de base, les textes législatifs de base, hein, le code frontière Schengen, etc. Voilà, est-ce que ces missions, est-ce que ces objectifs, ces missions ont été remplis? Alors, autre aspect, toujours en matière de politique menée, de segment de politique menée, c'est est-ce que les priorités que vous vous êtes fixées ou qu'on vous a fixées, c'est-à-dire parmi toutes les missions que vous devez effectuer, eh bien en général vous avez vous travaillez en fonction de priorités que vous avez définies vous-même ou qui vous ont été définies. Vous savez, ces priorités qui sont en général formulées dans les plans de travail. Hein, on va parler à titre d'exemple des plans de travail annuels de la Commission, etc. Donc, elles sont formulées. Ces priorités sont formulées dans ces textes-là. Donc voilà, donc premièrement, on est redevable sur la politique publique menée et plus exactement, sur le segment d'une politique menée donnée qui vous a été attribué. D'accord. Alors, on est également responsable de la gestion financière qu'on a exercée. On en a un petit peu parlé. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien là, ça veut dire que un aspect particulièrement concret dans le sens où il va s'appuyer sur des chiffres, c'est-à-dire vous avez pour effectuer vos responsabilités, vos compétences, pour les mettre en œuvre, on vous a attribué tel ou tel financement pour tel ou tel montant. Eh bien, voilà, qu'est-ce que vous avez fait des financements qui vous ont été attribués? Et alors là, c'est d'autant plus concret qu'il y a,
il y a plusieurs mécanismes, mais je parlerai ici seulement du principal, qui est ce qu'on appelle la procédure de décharge. Je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé. La procédure de décharge, donc qui existe au niveau de l'Union européenne, et qui est la procédure de contrôle final des activités budgétaires annuelles de l'Union. La procédure de contrôle final des activités budgétaires annuelles de l'Union, et ce contrôle final effectué par le Parlement européen. Rappelez-vous, ce que j'ai déjà dit, le Parlement, un peu donc comme instance de redevabilité finale, vu la légitimité démocratique, etc. Et donc là, on le retrouve ici dans le cadre de la gestion financière. Et cette décharge du Parlement européen intervient après recommandation du Conseil de l'Union européenne et avis de la Cour des comptes européenne. Donc après recommandation du Conseil et après avis de la Cour des comptes européenne. Alors, bon, la décharge, qu'est-ce que c'est? Mais c'est une sorte de quitus pour votre gestion. On donne quitus, on dit ok, voilà, vous savez bien, ça a été géré correctement, il n'y a pas de problème. D'un point de vue de procédure, la décharge peut être soit accordée, voilà, c'est le mieux, soit ajournée. Bon, là, il commence apparemment, il y a eu des problèmes dans votre gestion financière, donc soit on demande d'autres documents sont demandés, ou d'autres actions sont demandées, vous sont demandées avant de vous accorder la décharge, ou même elle peut être refusée. Alors, en général, les décharges qui sont attribuées, je ne sais pas comment on peut dire plus précisément, votées par le Parlement européen, sont pratiquement toutes accompagnées de recommandations. Donc même lorsque la décharge est accordée. Pour encore améliorer votre gestion financière, pour éviter certains faits qui justifient ni l'ajournement ni le refus, mais qui doivent être quand même corrigés. Et donc l'organe qui a fait l'objet de cette décharge avec recommandation, doit publier un plan d'action, dire voilà comment il va rectifier le tir, comment il va corriger ce qu'a pointé le Parlement européen, et ensuite adopter un certain nombre de rapports de suivi où il va exposer les mesures qu'il adopte pour se conformer au plan d'action, qui lui-même est la déclinaison opérationnelle des recommandations du Parlement européen. Et le comité, la commission parlementaire spécialisée, budget, va suivre ces rapports de suivi et va noter les progrès réalisés par l'organe en question. Alors, ce qui est important pour bien comprendre la procédure de décharge, c'est que c'est comment elle est pratiquée. Et ce qu'il faut noter, c'est que le Parlement européen n'a pas du tout limité son contrôle de décharge à la gestion, à la stricte gestion financière, mais également l'a étendu à la gouvernance, à comment l'organe en question, l'instance en question était organisée pour prendre ses décisions, et également par rapport à la politique qu'elle a menée, ou comment elle a exercé la responsabilité par rapport à la politique publique ou au segment de politique publique dont elle avait la charge. Et ce qui fait que dans certains cas, la procédure de décharge peut être ajournée ou refusée pour des questions qui ne sont pas strictement liées à la gestion financière. Alors, quelque part, évidemment, derrière, il y a un lien, bien sûr, mais le Parlement, plus exactement la commission budget, a pointé un autre problème dans la gestion au sens large,
d'une institution ou d'une agence de l'Union. Ça a été le cas en particulier pour l'Agence de sécurité des aliments, où au début des années 2010, le Parlement européen a, je ne sais pas si c'est plusieurs fois, peut-être une fois, refusé la décharge ou la journée, mais c'était pour des questions de conflit d'intérêts de son directeur ou d'un membre de son conseil d'administration. Et le Parlement européen n'a accordé la décharge que eh bien, lorsque la personne en question, dont le conflit d'intérêts était patent, a démissionné. Donc, vous voyez, la question de la procédure de décharge est intéressante parce qu'elle va en fait beaucoup plus loin que la simple gestion financière, d'accord, et qu'elle s'étend à la manière dont une politique est menée ou une instance, une institution, une agence s'organise pour mener la politique dont il est responsable. Alors, redevabilité de quoi? Donc, d'une part de la politique menée au sens large, d'autre part de la gestion financière exercée à travers la procédure de décharge en particulier. J'ajoute ici, parce que ça va prendre une importance très grande dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, c'est la question de la redevabilité quant au respect de la législation relative à la protection des données personnelles. Et c'est une matière qui est considérée comme tellement importante au niveau de l'Union que, si vous voulez, c'est l'objet d'une redevabilité propre, hein, et qui emprunte des canaux distincts de ceux de la redevabilité politique, la première, hein, la politique publique menée. Alors on pourrait dire que ça pourrait faire partie en fait, pourquoi créer une espèce de redevabilité dans ce domaine-là particulièrement, alors que ça pourrait être rattaché à la politique publique menée, c'est-à-dire que vous avez une politique publique à mener, un segment de politique publique qui implique d'avoir à traiter des données à caractère personnel, et bien vous respectez les règles relatives, hein. Vous savez au passage, hein, que ces règles viennent de changer. On a vu le paquet qui a été adopté en 2016 à cet égard, donc là je pense que vous voyez le lien avec ce que je veux dire. Et voilà, donc à partir du moment où vous avez à respecter, donc on dit vos objectifs et vos missions statutaires, et puis vous avez à respecter un certain nombre de règles, dont les règles en matière de traitement des données à caractère personnel. Voilà, vous les respectez, et puis et c'est très bien. Mais disons les enjeux, hein, vous savez, donc le nombre maintenant de données à caractère personnel stockées dans les bases de données de niveau européen, les caractères techniques de ces questions font qu'on a créé des canaux distincts de redevabilité par rapport à la redevabilité de la politique que vous devez mener. Et donc il va s'agir ici souvent de rendre compte d'abord à des instances spécialisées, en particulier le contrôleur européen de la protection des données. On verra, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en particulier le contrôleur européen de la protection des données. Cette redevabilité sur le respect de la législation relative à la protection des données personnelles prendra surtout une grande dimension lorsque vous êtes une instance qui assurait le traitement de bases de données. Donc là, vous allez être soumis à des procédures, des instances de redevabilité qui sont particulières à ce domaine, et parallèles aux deux autres dont on vient de parler.